Dans cette capsule, on va se pratiquer à déterminer la structure de Lewis de composés un peu plus complexes. Les deux molécules qu'on va utiliser pour se pratiquer vont être l'ion polyatomique sulfate, SO4 2-, et l'acide nitrique, le HNO3. Avant de commencer, là, ça va être important que vous ayez certaines notions en tête ou que vous vous souveniez bien comment trouver une structure de Lewis. Okay? Par exemple, pour la molécule O3, qu'on appelle aussi ozone, la structure de Lewis ressemble à ça. Il faut aussi se souvenir comment vérifier s'il y a des charges formelles dans une structure de Lewis. Par exemple, dans la molécule d'ozone dessinée ici, il y aurait une charge positive sur l'oxygène central et une charge négative sur l'oxygène de droite ici. Et troisième chose importante à se souvenir, c'est le concept de résonance. Donc, l'ozone aurait deux formes limites de résonance qui sont dessinées ici. S'il y a au moins un de ces trois thèmes-là dont vous ne vous souvenez pas trop, là, vous pouvez aller retourner voir les vidéos où il était question de chacun de ces thèmes-là séparément. Vous pouvez trouver le lien vers ces vidéos dans le descriptif un peu plus bas. Maintenant, débutons à déterminer la structure de Lewis de l'ion sulfate. On va faire réapparaître les règles qu'on utilisait pour déterminer les structures de Lewis de nos composés. La première étape, c'est de déterminer le squelette du composé. On essaie toujours de placer l'atome le moins électronégatif au centre de la structure et on place les autres atomes autour de l'atome central. Ensuite, on va vouloir calculer le nombre d'électrons à placer dans notre structure. En fait, on va calculer le nombre d'électrons de valence de chacun des atomes. Donc, le soufre a 6 électrons de valence à l'état fondamental. L'oxygène en a 6 aussi, mais il y a 4 atomes d'oxygène dans ma structure, donc je fais x4. Comme c'est un ion polyatomique, une charge de 2-, ça veut dire qu'il y a 2 électrons de plus à la somme des électrons. Ce qui veut dire que si j'additionne tout ça ensemble, il va y avoir 32 électrons à placer dans ma structure. Une fois que la deuxième étape est terminée, la troisième étape, c'est faire les liaisons entre l'atome central et les atomes périphériques. Donc, les liaisons vont ressembler à ça. On se souvient que chaque liaison correspond à un double liant et correspond à 2 électrons. Donc, ici, on vient de placer 8 électrons. Donc, 32 moins 8, ça veut dire qu'il reste 24 électrons à placer dans une structure. Et ces électrons-là, on les ajoute à l'étape 4. Donc, ajouter les électrons en les ajoutant sur les atomes périphériques pour commencer en complétant leur octet. Et si je complète l'octet de chacun des atomes périphériques, ça va ressembler à ça. Puis maintenant, je fais mon décompte, bien, j'ai placé 32 électrons au total. Je devais en placer 32. On va arrêter là, on ne peut pas en mettre plus. Et cinquième étape, vérifier l'octet de l'atome central. Est-ce que l'atome central respecte la règle de l'octet? On se rappelle que la règle de l'octet stipule que dans sa sphère de valence, l'atome central doit avoir 8 électrons. C'est le cas, donc l'atome central respecte l'octet, donc tout ça est beau. On devrait avoir obtenu la bonne structure de Lewis. Toujours à la fin, même si on ne vous le spécifie pas, il faut toujours vérifier s'il y a des charges formelles dans la structure. Si je prends l'atome de soufre par exemple, on va essayer de voir combien d'électrons lui sont assignés. 1, 2, 3, 4, alors que le soufre, normalement, veut avoir 6 électrons de valence à lui. Ce qui veut dire que le soufre va avoir une charge de 2+ ici. Et si je prends l'oxygène du haut par exemple, ici chacun des oxygènes va être identique l'un par rapport à l'autre parce qu'ils ont chacun 6 électrons autour de eux et font chacun une liaison. Là. Mais si je prends l'oxygène du haut, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons d'assignés alors qu'il en veut 6 en temps normal. Donc il y a un électron de trop, donc il va y avoir une charge négative. Et évidemment, il va y avoir une charge négative sur chacun des oxygènes. Donc ça, ce sont les bonnes charges formelles. Maintenant, vous pouvez peut-être remarquer là, que ça fait quand même beaucoup de charges formelles sur un composé. Okay? Puis si on applique les règles à la lettre, par contre, ce serait vraiment la bonne structure de Lewis qu'on obtiendrait selon ces règles-là. Mais encore une fois, ça fait beaucoup de charges formelles. Donc, il y a quelque chose qu'on va pouvoir faire ici. Là. On sait que normalement, si jamais l'atome central n'avait pas respecté la règle de l'octet, on aurait pu effacer un doublet ici et faire apparaître une double liaison. On n'avait pas besoin de faire ça parce que l'atome central respectait la règle de l'octet. Mais on va le faire pareil, juste pour voir qu'est-ce qui va se produire. Okay? Juste pour voir quelle sorte de réponse on aurait obtenu. Alors, si j'enlève un doublet sur l'oxygène de droite et que je fais une double liaison, on obtient une forme limite de résonance qui a cette allure-là. Encore une fois, c'est une nouvelle forme limite de résonance. On doit donc vérifier s'il y a des charges formelles. Le soufre au centre de la molécule, maintenant, il a 1, 2, 3, 4, 5 électrons d'assignés. Il va y avoir une charge de +1. Et les oxygènes en haut, à gauche et en bas vont avoir une charge de -1. Mais maintenant, l'oxygène de droite, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons d'assignés. Il en veut 6, donc l'oxygène de droite n'a plus de charge formelle. Oh, qu'est-ce qu'on observe? C'est que ici, le soufre respectait la règle de l'octet,
Maintenant, ici, le soufre ne respecte plus la règle de l'octet parce que dans sa sphère de valence, il a plus de 8 électrons, mais c'est pas grave parce que le soufre est un des atomes qui a le droit de dépasser, ou il a le droit d'avoir un nombre d'électrons qui va au-delà de la règle de l'octet. Pourquoi? Parce que le soufre fait partie de la troisième période et tous les éléments, tous les atomes qui font partie de la troisième période ou plus bas dans le tableau périodique ont le droit d'avoir un nombre d'électrons dans leur sphère de valence qui va au-delà de ce qui est permis par la règle de l'octet. Okay? Donc, les deux structures sont correctes, mais est-ce qu'il y en a une qui est favorable à l'autre? Et puis, on avait discuté dans une vidéo précédente que lorsqu'on a deux formes limites de résonance qui ne sont pas équivalentes, ben, la forme limite dans laquelle il y a moins de charge va être favorisée. Donc, cette forme limite-ci va être bien plus favorable que la forme limite de gauche. Ceci dit, on n'arrêtera pas là. On va faire le même travail, mais une seconde fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais m'amuser à faire disparaître un doublet ici pour faire apparaître une double liaison ici, puis je vais essayer de voir qu'est-ce qui va se produire quand je vais faire ça. Je vais faire apparaître une dernière forme limite de résonance où ici j'ai fait disparaître un doublet sur l'oxygène pour faire apparaître une double liaison entre l'oxygène de gauche et le soufre. Et encore une fois, quand je fais apparaître une nouvelle forme limite de résonance, je dois vérifier s'il y a des charges formelles. Maintenant, le soufre central a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons d'assignés, alors qu'il en veut 6, donc il a son bon nombre d'électrons, donc il ne porte pas de charge. Les oxygènes de gauche et de droite ont aussi 6 électrons d'assignés, alors qu'ils en veulent 6, ils n'ont pas de charge. On en conclut donc que seuls les oxygènes du haut et du bas possèdent une charge formelle. Donc, encore une fois, ici, le soufre va avoir un nombre d'électrons qui dépasse ce qui est permis par la règle de l'octet, mais c'est pas grave parce que le soufre a droit d'aller au-delà de l'octet. Mais ce qu'on observe, c'est que dans cette structure-ci, il y a beaucoup moins de charge que dans les deux autres structures. On peut donc en conclure que le SO4 possède toutes ces formes limites de résonance-là, qui sont toutes des bonnes formes limites de résonance, mais si on veut savoir laquelle est la plus favorable et laquelle va ressembler le plus à la structure réelle du SO4 eh bien, ça va être celle de droite. Donc, si on vous demande de dessiner la forme limite la plus plausible pour le SO4 eh bien, c'est celle de droite qu'on va devoir dessiner parce qu'il y a moins de charges formelles présentes dans sa structure de Lewis. On va faire un second exemple avec le HNO3, aussi appelé acide nitrique. Pour déterminer sa structure de Lewis, on va faire apparaître les règles qu'on va utiliser. Donc le HNO3 ressemble à ça. Donc première étape, le squelette. On sait que normalement on met l'atome le moins électronégatif au centre. Dans cette molécule-là, l'atome le moins électronégatif c'est le H, mais le H ne peut jamais être au centre parce que le H ne peut faire qu'une seule liaison chimique et s'il est au centre, il ne pourra pas faire une liaison avec chacun des atomes périphériques. Donc on doit mettre le deuxième atome le moins électronégatif au centre, soit l'azote dans ce cas-ci, donc on pourrait penser que le squelette va être le suivant, mais on va faire apparaître une nouvelle règle. Dans les oxacides, donc c'est quoi déjà un oxacide? Ben, un acide, on sait qu'on a un acide quand dans notre formule chimique, le premier atome rencontré c'est un H, et un oxacide c'est un acide dans lequel il y a au moins un atome d'oxygène. Donc dans les oxacides, l'hydrogène préfère se lier à un oxygène, donc au lieu de venir se lier directement à l'azote, l'hydrogène va venir se lier à un oxygène soit en haut, soit à droite ou soit en dessous. Puis là, ici, je vais le dessiner à droite. Donc, pourquoi est-ce que l'hydrogène préfère faire ça? C'est pour des raisons énergétiques. On n'ira pas dans le détail, mais juste vous dire que lorsque l'hydrogène est attaché à l'oxygène ici, c'est énergétiquement favorable pour la molécule comparativement à lorsqu'il est attaché directement sur l'atome central. Okay, donc, on n'ira pas plus loin que ça. Faites juste vous souvenir que l'hydrogène préfère se lier à un oxygène que sur l'atome central. Toutes les oxacides vont faire ça. On a juste un autre exemple, donc le HClO2, qui est l'acide perchloreux. Donc, si je dessine le squelette du HClO2, je mets l'atome le moins électronégatif au centre, donc le Cl. Je mets les deux oxygènes sur chacun des côtés et l'hydrogène, au lieu d'être attaché à l'atome central, il va être attaché à un oxygène. La bonne structure de Lewis pour le HClO2 ressemblerait à ça. On va tasser ça. Donc, je suis rendu à la deuxième étape, et si j'additionne le nombre d'électrons de valence de chacun des atomes du composé à leur électron fondamental, j'arrive à un total de 24 électrons à placer dans ma structure. Troisième étape, faire des liaisons entre chacun des atomes et l'atome central. Donc, 1, 2, 3, 4 liaisons. Chaque liaison correspond à 2 électrons, ce qui veut dire que j'ai placé 8 électrons. 24 moins 8, il me reste 16 électrons à placer dans ma structure que je vais faire à l'étape 4. Donc, je complète les octets des atomes périphériques, puis ici, l'oxygène est considéré comme étant un atome périphérique parce que l'atome central, c'est le N.
Donc, je complète l'octet des atomes périphériques, puis à ce moment-ci, j'ai déjà mis mes 24 électrons. Je ne peux pas mettre plus. Donc, j'arrive à la 5e étape, vérifier l'octet de l'atome central. Si est-ce que l'atome central respecte la règle de l'octet. Donc, dans sa sphère de valence, l'azote ne possède que 6 électrons alors qu'il en veut 8. Donc, l'azote ne respecte pas la règle de l'octet. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire 3 choses. Effacer un doublet ici pour faire apparaître une double liaison ici. Effacer un doublet ici pour faire apparaître une double liaison ici. Ou effacer un doublet ici pour faire apparaître une double liaison ici. Donc, c'est 3 options possibles qui vont mener à 3 formes limites de résonance. Voici les 3 formes limites de résonance du HNO3. Encore une fois, dès qu'on dessine une structure de Lewis, on doit obligatoirement vérifier s'il y a des charges formelles et on va se rendre compte que dans la structure de gauche, il y a une charge positive et une négative. La structure du centre, une positive et une négative. Et la structure de droite, 2 positives et 2 négatives. Donc, ce sont des structures qui ne sont pas toutes équivalentes. En fait, les 2 structures de gauche sont équivalentes l'une par rapport à l'autre parce que dans les 2 cas, il y a 1 plus 1 moins, 1 plus 1 moins. Dans les 2 cas, la charge positive est sur un azote et dans les 2 cas, la charge négative est sur un oxygène. Okay? Alors que la forme limite de droite, mais ici, il y a 2 charges positives, 2 charges négatives. Okay? Puis si on veut savoir laquelle est la plus favorable, laquelle est la moins favorable, eh bien, la moins favorable des 3, c'est celle de droite, parce qu'il y a plus de charges formelles, et plus il y a de charges formelles, plus ça va être déstabilisant pour une forme limite de résonance. Donc ça, c'est la moins favorable. Par contre, ces deux-là sont équivalentes. Donc on va pouvoir dire que ces 2 formes limites-là sont équivalentes et vont être les formes limites de résonance qui vont être favorisées. Donc le HNO3, en réalité, il va beaucoup plus ressembler à ces 2 structures-là, puis en fait, il va exister sous forme d'un hybride, qui est en quelque sorte un mélange, ou une structure qui est mitoyenne entre la structure de ces 2 formes limites de résonance-ci.